Ce sont des molécules chimiques qu'on a libérées depuis les années 50-60. Il y en a très peu qui ont été testés, 2800, il y en a 360 qui se sont avérés être carcinogènes. On a perdu 70% de nos spermatozoïdes. Depuis 1980, le cancer de la prostate a triplé, des premiers cancers qui touchent l'homme. Dans les femmes, la puberté précoce, cancer du sein, cancer des ovaires, cancer de l'utérus, et une baisse de la fertilité qui peut conduire à la stérilité. Cette vidéo est sponsorisée par Coro. Je vous en dis plus sur eux un peu plus tard dans la vidéo. Gilles, merci d'avoir accepté encore une fois de venir partager tout ton savoir avec nous. Ça fait vraiment très plaisir. Surtout que, je me permets la petite référence, ça fait 10 ans que HIT est sorti et je ne le savais pas pour être honnête. Et je te contacte et je te dis, écoute Gilles, je voudrais bien faire un sujet bien particulier qui est dans le premier HIT. Et il se trouve que c'était pile il y a 10 ans. Du coup, je veux d'abord te poser la question pour que ce soit clair. Donc, perturbateur endocrinien, ça fait un peu mot scientifique. Finalement, ça veut dire perturbateur hormonal, en gros. Oui, ça perturbe les hormones. En fait, ce sont des molécules chimiques, voilà, qu'on a libérées il y a, je dirais, depuis les années 50-60. Il y en a à peu près 30 000 qui sont en circulation. Il y en a très peu qui ont été testés, je crois 2800 de mémoire. Il y en a 360 qui se sont avérés être carcinogènes. Ah oui, quand même. Donc, voilà. Voilà, on verra où est-ce qu'on les trouve, dans quel aliment, dans quel ustensile aussi de cuisine, etc. C'est quoi les plus gros dangers, les plus connus ou les plus, on va dire, impactants sur notre santé au quotidien? Bon, accrochez-vous. Hein. Alors, on va faire un petit récapitulatif. J'ai pris quelques notes, tu ne m'en voudras pas, parce que j'ai une mémoire un peu qui est perfectible. Mais des points clés, en fait, j'ai marqué les points clés des perturbateurs endocriniens au niveau de l'impact par rapport à notre santé. Depuis, tu vois, 1945, on a perdu à peu près 70% de nos spermatozoïdes. Donc, aujourd'hui, on a du mal à procréer. Et donc l'explication vient en partie de ces polluants chimiques qui ont abaissé notre taux de fertilité. Donc on a perdu 70% de nos spermatozoïdes. Depuis 90, le taux de testostérone chez les hommes donc a baissé de 1% par an. Donc depuis 30 ans, on a baissé de 1%, donc on a perdu 30%, et ça continue. Hein. Depuis 1980, le cancer des testicules a triplé, le cancer de la prostate a triplé. Il faut savoir que le cancer de la prostate, c'est un des premiers cancers donc qui touche l'homme. Hein. Donc là, je parle pour les hommes, on viendra pour les femmes un petit peu plus tard. Il y a des malformations physiques en fait dues aux perturbateurs endocriniens. Donc il y a une augmentation, ce qu'on appelle les micropénis. Il y a l'hypospadias, donc c'est une malformation des pénis. Pénis qui se trouve un petit peu tordu, ou tu vois... qui du coup, j'imagine, crée énormément de difficultés pour avoir des rapports sexuels et pour procréer. Exactement. Ouais. Il y a une réduction aussi de la distance anogénitale. Donc c'est la distance entre l'anus et les bourses. Ce qui veut dire que l'homme, en fait, se féminise hormonalement. Hein. Voilà. Ouais. Il y a eu aussi une multiplication de cas de cryptorchidie, pardon. En fait, ce sont les testicules qui ne descendent pas dans les bourses. Voilà. Donc, on a observé ça chez l'homme, mais la personne qui a découvert enfin, les perturbateurs endocriniens, on va en parler, c'est Rachel Carson dans les années 60. Elle, c'était donc, elle observait donc les animaux dans la nature, notamment les volatiles, les oiseaux, et elle s'est rendue compte en fait que il y a eu une baisse de fertilité justement chez ces oiseaux parce que les coques des œufs étaient de plus en plus fines. Donc, en fait, ils ne se reproduisaient plus. Donc, dans la nature, on voit aussi ces perturbations dues aux perturbateurs endocriniens. Par exemple, chez les gardons, tu sais, c'est des poissons. Donc, les poissons, les gardons mâles, en fait, on a trouvé des œufs dans leurs testicules. Il y a des alligators en fait qui ont des micropénis, et il y a des ibis blancs qui ont des rapports homosexuels, ce qui n'est pas forcément courant dans la nature. Donc ça, c'est pour les hommes. Je continue pour les femmes, et après on va échanger toi et moi. Ouais, bien sûr. Et dans les femmes, c'est à peu près la même chose, mais à l'inverse en fait. Il y a une masculinisation en fait. Il y a un déséquilibre entre les œstrogènes et la testostérone. Ça inclut donc des pubertés précoces. Il y a l'exposition aussi au cancer, notamment le cancer du sein, tous les cancers hormonaux, tu vois, dépendants. Cancer du sein, cancer des ovaires, cancer de l'utérus. Il y a également des règles irrégulières. Ces règles, en fait, qui sont devenues irrégulières, quelquefois qui sont stoppées, qui sont douloureuses. Il y a la malformation donc des ovaires, de l'utérus.
Et il y a surtout une baisse de la fertilité qui peut conduire également à la stérilité. Donc tu vois que les impacts quand même Ils sont énormes. ils sont importants. Ils sont importants surtout par rapport, je dirais, au futur de notre espèce. Bon, voilà, si ça touche directement notre faculté à nous reproduire. Ouais, et puis au bien-être d'une personne, au bien-être d'un couple, parce que moi j'ai connu quand même des couples proches qui ont des difficultés à procréer, c'est quand même difficile, enfin, tu vois, moralement, il faut trouver des solutions, puis tu as l'impression un peu d'être incapable, tu vois, il y a quand même une remise en question d'espèce d'estime de soi, comme ça, tu vois, c'est quand même tout un processus, et donc l'idée c'est que on va parler un peu d'historique, puis je pense qu'on apportera vraiment des solutions, parce que vu la vitesse à laquelle ça va, tu parles de 70% de baisse des spermatozoïdes, tu parles de diminution de la testostérone à une vitesse qui est très dangereuse. Ça veut dire que dans 50 ans, l'homme j'exagère, mais l'humain, Oui. pardon, ne se féconde plus qu'in vitro ou avec des méthodes artificielles. Enfin, c'est quand même un peu flippant, quoi. C'est ce que m'avait dit le professeur Pierre-Marie Martin. Il m'avait fait référence, tu sais, à un film, c'était un livre, le Dernier Homme, donc sur Terre, là, avec justement ces hommes qui n'arrivent plus je dirais, ne sont plus fertiles, qui n'arrivent plus à procréer. On va vers la fin Oui. de l'espèce humaine, entre guillemets, naturelle. C'est pour ça que toute la science aujourd'hui tend à toutes ces fécondations in vitro, tu vois, toutes ces manipulations aussi génétiques. On va directement à un monde à la Matrix, hein, c'est évident, c'est évident. Ouais. Avec des utérus comme ça artificiels, tu vois, on est en fait, nous, ce qu'on a perdu au niveau je dirais, de nos facultés naturelles va être remplacé par cette science, je dirais, qui vise à être de plus en plus présente dans tous les pans de notre vie. Ouais, et en même temps, on revient à cette logique où on crée un problème avec notre société moderne et on cherche une solution, euh, on va dire, en plus, au lieu de retirer le problème. J'ai parlé longuement de cette fameuse via negativa récemment, où on se dit qu'il y aurait peut-être plutôt moyen d'aller s'attaquer à la source du problème. Mais ça, le problème, c'est que ça demande beaucoup d'efforts et parfois beaucoup de coûts qu'on n'a pas forcément envie d'engendrer. Tandis que trouver une solution qui peut justement devenir rémunératrice, on sait à quel point nos industriels aiment ça. Et je trouve que là, dans ce que tu m'expliques, le schéma se répète encore un petit peu, quoi. Ouais, ouais. Il n'y a pas de complot derrière tout ça, hein. Je pense pas qu'il y ait de complot, tu vois. En étudiant aussi tu connais très bien ça également, toute cette évolution de l'alimentation, je dirais, qui ne correspond plus à nos besoins physiologiques, etc. Entre guillemets, c'est de notre faute. Voilà, on a acheté des choses parce qu'on en avait besoin, on a perdu le temps de faire la cuisine, C'est etc. sûr. Donc on va vers de la malbouffe. Et en fait, les industriels, après, ils profitent de ça, parce qu'on est dans un monde de toute façon marchand, on est dans un monde capitaliste. Bon, qui lit Marx, voilà, comprendra très bien toute je dirais, ce mécanisme du capital. On est là pour faire de l'argent, les industriels sont là pour faire de l'argent. En fait, ils répondent à un besoin. Et notre besoin aujourd'hui, ça va être de trouver des solutions, entre guillemets, en dehors de ces facultés naturelles, notamment de procréation. C'est dommage, hein, mais bon, c'est un fait. On vit dans cette société, on ne peut pas arrêter, en fait, individuellement, on ne peut pas arrêter la propagation de ces molécules chimiques, tu vois, c'est pas possible. On peut, par Non, contre, non, en essayer fait, de les éviter. ce qu'on va voir dans les solutions, c'est ça, en fait. C'est comment nous, on peut s'en protéger, finalement, à l'échelle individuelle et familiale. On ne pourra pas lutter à grande échelle, en fait. C'est ça que tu es en train de me dire. Oui, mais on peut s'en préserver. Voilà. En tout cas, on peut pas les éviter totalement, mais on peut avoir des réflexes, des petites habitudes. On va voir ça à la fin de l'émission qu'on va intégrer dans notre quotidien pour se préserver de cette pollution chimique. Une interruption très courte pour vous parler de Coro, un site internet sur lequel on peut commander tout un tas d'aliments de très bonne qualité à un prix qui m'a vraiment surpris. Quand j'ai vu les possibilités sur ce site, c'est moi-même qui les ai contactés pour voir si on pouvait avoir un partenariat. Ils m'ont envoyé quelques produits et je dois dire que je suis pas déçu. J'y ai notamment trouvé ces macadamia bio à un prix défiant toute concurrence. Comme vous le voyez, elles sont déjà bien parties. Ils proposent des grands conditionnements très simples, ce qui permet d'avoir un super prix. Et un truc que j'ai beaucoup apprécié sur ce site, c'est la possibilité de recevoir directement à domicile des aliments qui sont difficiles à trouver ailleurs.
C'est le cas notamment avec ce beurre de macadamia, une noix que j'aime particulièrement parce qu'elle a un excellent profil oméga 6, oméga 3 et donc plutôt anti-inflammatoire naturellement. Et c'est le cas aussi avec ce psyllium que j'ai trouvé en grand conditionnement et que j'utilise dans tout un tas de recettes au quotidien parce que toutes les fibres solubles qu'il contient sont très bonnes pour nourrir notre microbiote. Avec le code JACK5, vous obtiendrez 5% de réduction sur le site coro.fr et vous soutiendrez également notre chaîne et notre message. Et j'ai dit sur le site français, mais pour mes compatriotes, le code JACK5 fonctionne aussi sur le site belge. Merci Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo. Place au podcast. Donc, si je comprends bien, ça a commencé comme avec l'ultra-industrialisation de la nourriture, etc. Ça a commencé dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Exactement. On va dire seconde, on espère que ce sera la seconde, pas la deuxième. Et du coup, comment est-ce qu'on a découvert le truc en fait via Alors, il y a une pierre angulaire. Tu la connais, en plus on en a parlé. C'est Le Printemps silencieux c'est un livre de Rachel Carson. Ouais. En fait, c'est ce livre-là qui a contribué notamment à au développement du mouvement écologique dans le monde occidental. Okay. C'est vraiment la pierre angulaire. Hein. Alors c'est un ouvrage en fait qui met le doigt sur les effets négatifs des pesticides sur l'environnement et plus spécifiquement des oiseaux, parce que Rachel Carson donc étudiait les oiseaux, tu vois. Okay. Et donc elle en a conclu en fait que c'était l'industrie chimique en fait qui a envoyé, je dirais, ces polluants dans la nature, dans l'air, dans l'eau, etc. Et aussi dans notre production agricole, dans les fruits et les légumes, puisque c'était vraiment les pesticides le principal problème. Et donc, elle accusait également l'industrie pharmaceutique de désinformation. Parce que elle a mis le doigt sur un des pesticides qui est en fait, c'est un insecticide, pardon, ça s'appelle le DDT. DDT qui est aujourd'hui interdit, tu vois, quasiment dans le monde entier, qui est vraiment un cancérigène, qui est reprotoxique, c'est-à-dire qu'il empêche la bonne reproduction, tu vois, des oiseaux, notamment, je t'ai parlé des œufs qui se sont amincis au niveau de leur coquille. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, le problème, c'est que ce DDT est devenu l'insecticide le plus utilisé dans le monde entier. La problématique, c'est que il reste dans l'environnement quasiment pendant 400 ans, tu vois. Il a une durée de vie et de semi-vie qui est donc voilà de plusieurs centaines d'années. Donc c'est vraiment une grosse problématique. Et donc en partant de ce constat, donc Pierre-Marie a étudié également, a repris les travaux de Rachel Carson et il en est arrivé à la conclusion suivante, c'est que depuis la Deuxième Guerre mondiale, tu vois, il y a la chimie donc qui a explosé avec, on s'est servi, tu vois, la technologie des gaz de combat, etc., pour en faire des pesticides et tout, mais pas que, parce qu'il y a eu quasiment, je te disais, 50 000 molécules qui ont été mises sur le marché. Il y en a 30 000 qui sont utilisées aujourd'hui, dans diverses utilisations. Il y en a 2800 qui ont été testés. Et on les teste comme ça au fur et à mesure. Mais bon, 2800, et sur les 2800, il y en a 360 qui sont procarcinogènes. Donc voilà, ces molécules toxiques aujourd'hui se retrouvent dans notre environnement et c'est ça la problématique. Voilà, donc ça vient vraiment de Rachel Carson qui a découvert, tu vois, cette problématique. Et ensuite, ça a été relié par un nombre de scientifiques dans le monde entier depuis ces années-là. Mais tu sais, je me passionne pour la Deuxième Guerre mondiale parce que vraiment, c'est à partir, non pas la guerre elle-même, mais l'évolution, tu vois, des conséquences, en fait, l'industrialisation, etc., la vie moderne, c'est passionnant. Tout ce qui s'est passé. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes pour des recherches pendant la guerre et qui ensuite ont été, on va dire, détournées, finalement, qui ont été utilisées, comme tu le dis, pour un engrais, ou autre, et c'est aussi ça qu'on a retrouvé. Oui, il y a eu aussi le micro-ondes. Hein. Tu sais que le micro-ondes a été découvert, voilà, c'était voilà des technologies qui étaient utilisées par l'armée, notamment au niveau des radars. Donc il y a beaucoup d'évolutions. Non, ok. Il y a beaucoup d'évolutions donc qui proviennent justement de la recherche militaire. Ce qui est assez terrifiant, c'est quand tu expliques qu'il y a à peu près 30 000 molécules et qu'on en a testé 2800 et qu'on continue de tester. Ouais. Et j'avais lu ce truc que je trouvais très à la fois choquant et très intelligent, qui est de dire que dans 100 ou 200, ou on verra bien, dans quelques dizaines ou centaines d'années, on regardera en arrière sur notre époque et on dira qu'on était complètement fou de tester
sur la population à échelle mondiale des molécules dont on n'avait pas conscience de si elles étaient néfastes ou pas pour nous. C'est quand même assez spectaculaire de voir que tu mentionnes qu'il y a donc, si mes calculs sont bons, 27 200 molécules en circulation sur lesquelles on n'a pas fait de test. Et on le voit avec l'alimentation, c'est la même chose. On balance des trucs dans l'alimentation pour se dire quelques années plus tard, oh, c'était pas une très bonne idée en fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Comme avec l'exemple le plus connu, par exemple, c'est la peinture au plomb. Tu vois, tous ces trucs-là qu'on a balancés comme ça, et puis on se dit après, on se dit, ouais, alors en fait, on s'est trompé, tu vois. Je trouve ça juste incroyable, en fait. C'est ce qui est en train de se passer, tu vois. Quand tu dézoomes sur la situation et que tu prends conscience de ça, tu waouh. Et le pire, c'est que moi, il y a 10 ans, 15 plutôt, j'avais aucune conscience de ça. Tu vois, c'est-à-dire que je pense que quelqu'un qui n'est pas éduqué sur le sujet, il n'a pas conscience de ce qui est en train de se passer. Il n'a pas conscience que quand tu manges un M&M's, tu es en train de manger quelque chose qui est potentiellement très dangereux pour toi, mais qu'on s'est dit qu'on l'a testé sur 4 rats et 2 humains et que ça passe, et donc on y va, quoi, tu vois. Je trouve ça juste incroyable. le M&M, c'est un bon exemple. En fait, c'est pas véritablement des poisons, on est d'accord. Hein. On peut en manger toute notre vie et peut-être pas ne pas être Non, malade. Hein. Voilà, il faut pas mais je victimiser pense que ceux la qui, quantité et la culpabiliser régularité. ceux qui mangent les Non, bien M&M's. sûr, et j'en ai mangé des tas, les M&M's. J'ai pris cet exemple exprès, d'accord? J'ai pris cet exemple exprès. Non, je pense juste qu'il y a une multiplication de l'exposition Ouais. et qu'on n'a pas toujours conscience, je pense, des conséquences à long terme. Tu le dis toi-même avec les perturbateurs endocriniens. Ouais, je voudrais modérer mes propos quand même, pour pas qu'on me Mm. prenne au pied de la lettre. C'est que toutes les molécules, en fait, ont reçu une AMM, notamment dans l'alimentation, une autorisation de mise sur le marché. Ouais. Ouais. Ça, c'est pour notre alimentation. La problématique, j'en ai parlé également dans le premier livre, c'est qu'on a un cocktail chimique dans notre corps. Il n'y a eu aucune étude avec, par exemple, l'association d'un pesticide et de l'aspartame, par exemple, tu vois, Ouais. tout ce qu'on va absorber comme molécules chimiques continuellement dans la journée, que ce soit en respirant les particules fines, en buvant une eau qui n'est pas filtrée, en mangeant des aliments qui proviennent d'une industrie agroalimentaire avec des additifs, des colorants, des exhausteurs de goût, etc. Tu vois, l'exhausteur de goût, par exemple, le glutamate monosodique est un vrai poison. Voilà. Valérie qui m'aide pour les enquêtes m'a relevé là un point, je te le ferai passer pour que tu le relais également. Bien sûr. C'est l'Institut national du cancer qui conseille à ceux qui n'ont perdu le goût, tu sais, des fois suite à des chimios, tu perds le goût enfin, des aliments, un peu comme avec le Covid. Donc d'utiliser du glutamate monosodique pur qu'ils vont acheter dans les supermarchés, je dirais, asiatiques, c'est là où on en trouve, pour retrouver les saveurs. Ah oui. Mais écoute, je suis tombé de ma chaise, voilà. Je suis tombé de ma chaise. C'est avéré hein, que le glutamate monosodique est procarcinogène, c'est conseillé par l'Institut national du cancer pour retrouver le goût. Non, mais il y a des choses qui sont aberrantes, tu vois. Ben, Alors, c'est l'infirmière qui passe avec les cookies pendant que les gens font leur chimio, quoi. Tu te dis, mais on sait qu'on ne veut pas manger du sucre à ce moment-là, tu vois. Je trouve ça juste... Enfin bref, c'est le réconfort, mais pour moi, c'est inapproprié. Après, j'ai pas de cancer, j'ai pas de chimio, donc je juge pas du tout ici la personne qui mange le cookie. J'ai vraiment un problème avec le système. Pour moi, dans la systémique, on a vraiment un problème. ouais. On a un problème aussi dans l'information, tu vois. Que la personne choisisse de manger, comme tu dis, un cookie parce que ça va lui faire du bien émotionnellement, parce qu'il y a un pouvoir aussi du sucre. Hein. C'est Bien ce sûr. pouvoir émotionnel, de la récompense, tu vois, de la C'est joie. sûr. Voilà, après c'est pas juste un cookie qui va, foutre notre santé en l'air. On Non. est d'accord tous les deux là-dessus. Hein. C'est nos habitudes alimentaires, c'est voilà un excès de sucre également, de mauvais sucre et tout. Bon. Revenons-en aux perturbateurs endocriniens. Exactement. Et d'ailleurs, puisqu'on va parler des perturbateurs endocriniens, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir où ils se trouvent. Et là, donc, on met le petit warning. Attention, on va citer beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont totalement inévitables. On est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, après, on va parler des solutions pour limiter les dégâts. Parce que, par contre, à l'échelle individuelle, après avoir fait quelques petites recherches pour préparer ce podcast, on voit quand même qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais du coup, d'abord, je trouve ça, tu parlais de l'information. Où est-ce qu'on trouve ces perturbateurs endocriniens ? Peut-être le plus, mais aussi peut-être des choses que l'on ne soupçonne pas forcément. Alors, on en a parlé, en fait, ce sont les pesticides. Alors, où est-ce qu'on retrouve les pesticides ? Voilà, dans les fruits, les légumes, les céréales.
Il faut savoir que la France, c'est le premier consommateur européen de pesticides. Ah, je savais pas ça. C'est C'est le fort. premier consommateur européen de pesticides. C'est le Ok. troisième consommateur mondial, derrière les États-Unis, le Japon. Ok. Japon, Et le Japon, j'aurais pas cru. c'est C'est surprenant le ouf. Japon, Ok. parce que tout petit pays, tu vois, Ouais. mais utilisation donc massive de pesticides. Ouais, alors que tu vois, ici, Euh, on a toujours cette image de la santé à la japonaise, tu vois, le côté prendre soin de oui, soi, machin. Et en Okinawa, fait, c'est vrai. ouais, Le régime d'Okinawa, avec les ouais. fameux centenaires. Je pense pas Mais que... probablement que quand tu vas à Kyoto et Tokyo, c'est pas exactement comme ça que ça se passe. On est On est d'accord. d'accord. Ok, donc en France, enfin vous êtes, je me permets, parce que pour le coup, je ne le suis pas, mais alors soyons bien clairs, en Belgique, ça doit pas être différent, hein, parce qu'on est vraiment un. Pour moi, la Belgique francophone, c'est un copier de la France avec quelques années de retard. Du coup, on trouve ça, donc les pesticides, tu vois, tu parlais des fruits et des légumes. Et là-dessus, les recherches que moi j'ai faites sont doubles. D'abord, on sait que manger bio, et on va en parler juste après parce que je sais que tu n'es pas non plus un grand fan du truc, Non. on sait que manger bio, par contre, diminue quand même la quantité de pesticides que l'on peut retrouver après dans le sang. Ça a été fait dans des études, ça c'est cool. Maintenant, il y a plein de gens qui ne veulent pas ou ne peuvent pas manger bio. Et du coup, dans les recherches que j'ai faites, là, on retrouve vraiment la notion de qu'est-ce qu'on va choisir bio. C'est-à-dire, voilà, si je décide de croquer ma pomme avec sa peau telle qu'elle, j'ai quand même peut-être intérêt à ce qu'elle soit soit du verger du voisin dont je sais qu'il n'est pas en train d'asperger 3 fois par jour ses pommes, soit peut-être de l'industrie bio parce que certes, elle n'est pas parfaite, mais elle réduit quand même la quantité de pesticides. Est-ce que tu as les mêmes infos ou est-ce que tu vas apporter des Ouais, remarques là-dessus? ouais, tout à fait. Moi, je suis très, je modère beaucoup mes propos par rapport au bio, parce qu'il y a une exagération au niveau des marges. Complètement. Aujourd'hui, pas tout le monde peut se acheter bio. Moi, je t'avoue, je Mm. n'achète pas tout bio, hein. Loin de là. Après, c'est vrai, tu vois, il y a des fruits à coque qui sont moins impactés, des avocats, par Mm. exemple, sont quasiment pas impactés. Il y a toute une liste, tu vois, des fruits et les légumes qui sont les plus impactés par les pesticides. Moi, j'ai une règle, j'achète français, en fait. Ok. Non pas parce que je suis patriote, je le suis, mais parce que j'ai rencontré plusieurs producteurs, notamment dans le e-club, on a un producteur de tomates qui est dans le Luberon, qui fait on appelle ça l'agriculture raisonnée. Alors je me disais, c'est quoi, c'est encore cette fumisterie, tu vois, l'agriculture raisonnée, c'est que ouais, tu raisonnes, tu envoies des pesticides un petit peu de temps en temps. On me dit non, non, pas du tout. Donc certes, il a des entrants qui sont des entrants naturels. Il fait de la culture hors sol, mais en fait, il n'y a pas d'épandage comme ça de pesticides, Mm. d'insecticides, etc., comme tu as par exemple en Espagne, comme tu peux avoir également en Italie. Surtout l'Espagne. Surtout l'Espagne. Enfin, nous, on est directement impacté par l'Espagne parce qu'on est très proche de l'Espagne. Donc, nos supermarchés et nos grandes surfaces sont, je dirais, envahis par des produits espagnols. Moi, j'achète Ouais, pas c'est de pareil ici, pesticides en hein. Espagne. Ça, on est Toi aussi, bourré, voilà. bourré, bourré de produits espagnols. Tu sais, Bon, quand on me propose ici une tomate bio début janvier 2024, elle vient pas de Belgique, hein, ni de France d'ailleurs. Enfin, on connaît les règles tous les deux, Jack, on va les rappeler. Il faut manger de saison, mm. il faut manger local, voilà, et non transformé. Alors, C'est je nos peux trois te poser piliers. une question là-dessus. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur la transformation des aliments. Je pense que ça va être très très intéressant parce que non transformé, je pense qu'il y a des confusions. Euh, Parce que parfois, tu manges des aliments qu'on appelle simplement transformés et tu confonds ça avec un produit ultra transformé. Mm. Et là, il y a vraiment une très très grosse différence. Parce qu'alors, tu vois, tu peux arriver sur le fait que, par exemple, l'huile d'olive, c'est un produit transformé, tu vois. Et là, on est sur une transformation simple, d'autant plus Bien si elle est sûr. mécanique, etc. Bref, je prépare une vidéo là-dessus. Je pense que ce sera vraiment, vraiment intéressant. Et du coup, tu parlais de l'Italie, de l'Espagne. Ah oui, tu parlais de local. Est-ce que toi, tu peux définir local? Parce que j'ai probablement pas la même définition que toi. Parce que bon, local, ça peut être le village d'à côté, ça peut être la ville, ça peut être la Ah, moi, c'est région, le pays. ça peut être le pays, tu vois. Moi, Ou c'est ça le peut pays, être, quoi. enfin pour moi, le nord des Pays-Bas, c'est local. Je suis à 30 minutes. Ouais. Bah après, tout dépend le pays. Tu vois, je pense qu'en France, on a un mode alimentaire qui peut être cohérent, quoi qui est beaucoup plus porté avec la cuisine au beurre, par exemple, dans le nord, tu vois, de la Ouais, France, comme c'est là où par il y a chez une moi. Mhm. multiplication aussi de cancers, hein, et aussi par chez toi. Nous, c'est plutôt l'huile d'olive.
tu vois, dans le sud. Mais en Mm. général, les productions agricoles en France, voilà, dans le sud, on a une production un petit peu plus longue, où on C'est a sûr. des fruits qui vont être, ou des légumes qui vont être un petit peu plus, je dirais, qui vont anticiper la saison. Je pense aux tomates, par exemple, tu vois, tu peux avoir un décalage, etc. Mais ton exemple des tomates est très bon. C'est aberrant de manger des tomates, même bio, en plein hiver. Tu vois, Ouais, les ouais, tomates, ça se bien mange sûr. printemps, été, voilà. Les saisons peuvent aujourd'hui un petit peu Il déborder, y a hein. des fruits qui poussent vraiment près de chez toi, là maintenant, en janvier? Écoute, non, les pommes quasiment se mangent toute l'année, parce que les pommes, on peut vraiment bien tu vois, Ouais, les pareil chez nous. préserver. Euh, donc voilà. Après, tout ce qui est local, tu vois, par exemple, si on dit aux États-Unis, il faut manger local, c'est sûr que les États-Unis, bon, c'est plusieurs États. L'échelle n'est pas la même. L'échelle n'est pas la même. Tu vois, je dirais, voilà, moi, je suis pas un fervent adepte de, tu vois, tout le temps aller au marché, parce que ça revient quand même cher aussi selon les produits, selon les marchés. Je te dis pas, les marchés dans le sud, c'est les marchés des fois de luxe, hein, tu vois. C'est impressionnant. Je suis allé Ouais. sur les marchés. Alors, je me suis régalé. Par contre, j'ai mangé les meilleures tomates et les meilleures pêches de ma vie. C'était extraordinaire. Mais tu les payes. Mais oui, Ah ouais. Et je pense que, est-ce qu'il n'y a pas aussi une notion où ils profitent, entre guillemets, un peu du tourisme? Parce que j'imagine que ça joue aussi, non? bah, c'est la loi de l'offre et de la demande, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Hmm. Donc voilà, je suis pas un fervent adepte, voilà, il faut manger local, juste de la production du village. Non, si on peut faire travailler un paysan du coin, c'est très bien. Il y a les paniers paysans, tu vois, qui sont une très très bonne solution également. Ouais. Toutes les semaines, on va chercher son panier et puis on cuisine, voilà, la locale, du cru, je dirais c'est l'idéal. Ok. Donc voilà. Pour en revenir donc aux perturbateurs endocriniens, donc on va les trouver dans ces pesticides-là. Alors tu me diras, il n'y a pas que les pesticides, tu vois, qui vont être déposés sur les fruits et les légumes, sur les arbres, etc. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'il y a des épandages, tu vois, Hmm. avec ces grands, tu vois, on arrose, tu vois, comme avec les champs comme ça, donc il y en a quasiment 75% qui partent dans l'environnement, en fait. Ah Dans oui. l'air, dans l'eau, ça monte, ça va retomber dans Ok, les donc t'as écrits, ce trois qu'on quarts appelle les du truc qui se plastiques. balade en fait. Ouais, 75%, ouais, qui se baladent, qui vont retomber dans Ok. la terre. Ce qui est un peu logique, tu vois, quand tu Bien arroses comme sûr. ça. Bien sûr. Et donc, ça va se retrouver où? Dans les nappes phréatiques. Hmm. Et ça va se retrouver dans notre eau. On va en parler de l'eau. L'eau Ouais, ouais, qui c'est va un capter sujet justement qui me passionne pour tous le ces moment, donc à résidus. fond. Ouais. Ouais. Donc voilà, là c'est dans les. Alors pour finir et pour clôturer peut-être cette problématique de bio, pas bio, il vaut mieux manger des légumes que de ne pas en manger du tout. Voilà. Donc Ouais. manger des légumes, même s'ils sont pas bio, et éviter de les acheter dans des pays comme ça européens qui ont des législations qui sont un petit peu plus, je dirais, flexibles. En Ouais. général, en Europe, on doit avoir tous la même législation, mais c'est pas forcément le cas. Et alors, on les lave, on les pèle, et tu vas me donner directement ton avis. Dans les recherches que j'ai faites, on parle tout le temps du bicarbonate. Est-ce que c'est une vraie solution ou est-ce que c'est un truc de grand-mère, c'est une légende urbaine? Ouais, c'est bien sûr que c'est très efficace le bicarbonate. Ouais. Donc une C'est cuillère très à soupe de efficace. bicarbonate dans un litre et demi d'eau et on fait tremper les légumes Ouais, ou les fruits pendant une demi-heure et on ouais. rince et apparemment c'est vraiment très efficace Alors pour éliminer déjà, une énorme partie. Ouais. ouais, déjà il faut les peler comme tu dis. Hmm. Puisqu'une grande partie, c'est vrai qu'après, avec la plante, ça remonte, il y en a à l'intérieur, tu vois, mais dans une pomme, quand même, c'est en surface. Puis Bien quelquefois, sûr. les pommes, pour être conservées, on va leur envoyer du plastique, en fait, dessus. Tu grattes une pomme, tu vas avoir des résidus comme ça de plastique. Donc, il faut vraiment peler Ok. la pomme, en tout cas. Ok. Donc ça c'est au niveau de l'alimentation. Tu parles déjà donc des pesticides. Oui, on va rester dans Je pense que l'alimentation. On va rester dans l'alimentation parce que après les boîtes de conserve ont été inventées, enfin ont été mises sur le marché. Je crois que c'est au début du XXe siècle. Et dans certaines en fait boîtes de conserve, il y a des revêtements intérieurs en fait où il y a du bisphénol A. On appelle ça le hmm. BPA, bisphénol A, qui est un perturbateur endocrinien. Et donc voilà, ça dépend les boîtes de conserve. Donc là aussi, attention avec des boîtes de conserve, notamment à bas prix, tu vois. Ouais. Et ce genre aussi d'aliments qui peuvent être potentiellement contaminés. Il y a tous les produits, alors là aussi d'origine animale, puisqu'il y a des perturbateurs endocriniens dans les hormones de croissance, des antibiotiques qu'on donne en fait aux animaux d'élevage. Là aussi, 75% de la production d'antibiotiques, qui sont les mêmes que pour nous humains, hein, sont dédiés à l'élevage intensif. Donc on retrouve ça dans la viande.
Donc Mm. toute la viande qui provient d'élevage intensif, bien sûr les produits laitiers, les œufs, voilà, indirectement, Et, toute cette et production. systématiquement, si j'ai bien compris, dans les sources de graisse. C'est-à-dire que une viande maigre, donc un blanc de poulet, Mhm. va être beaucoup moins riche dans ses traitements hormonaux, antibiotiques, etc., que une cuisse de poulet avec la peau ou une entrecôte, par exemple. C'est l'idée? Alors, toi qui es un fervent adepte du carnivorisme, donc je ne sais pas si tu continues dans cette Alors, je suis pas direction. carnivore, hein, pas du tout, je Ah, suis mais tu l'as omnivore. testé. Ah, donc, J'ai testé le tu l'as carnivore testé. pendant 40 jours, tout à fait. Je voulais voir ce que c'était. C'était une vraie expérience de vie, ça va faire un an d'ailleurs. Ouais. J'en ai tiré beaucoup de leçons très intéressantes, particulièrement pour le traitement des symptômes de maladies inflammatoires intestinales. Je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Mais je pense que nous sommes omnivores, sincèrement. Et que nous sommes très, très adaptables, beaucoup plus que ce qu'on pense. Ouais. Je pense qu'on peut très, très bien s'adapter à beaucoup de choses. Pas au véganisme pur sans complément alimentaire. Ça, c'est prouvé, c'est factuel. Mais pour tout le reste, je pense qu'on peut être plus riche en fibres, plus bas, plus riche en viande, en poisson. On peut faire beaucoup de choses. Mais ça, c'est considérer que l'on est dans la nature. Et à l'heure actuelle, ce qu'on mange, ça vient plus trop, trop de la nature. Tu vois, c'est quand on parle d'animaux et de poissons d'élevage, etc. Je Et te donc, rejoins. toi, tu as la même info par rapport à viande maigre, viande grasse, etc. Alors, ou non? oui, c'est logique parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens, on n'en a pas parlé, mais en fait, ils se fixent. À Hmm. vie, en fait, on ne peut pas s'en débarrasser. Lorsqu'on absorbe un perturbateur endocrinien, il va aller se stocker dans nos cellules graisseuses. Ok, Donc, cohérent. au moins, tu as une masse corporelle comme ça avec du gras, au moins tu as des chances aussi de stocker ces perturbateurs endocriniens, hein, parce que vraiment, ils se fixent donc sur les molécules graisseuses. Donc, si tu manges une viande, entre guillemets, grasse, forcément, tu vas avoir des perturbateurs endocriniens. Ouais. Il faut savoir qu'en France, je ne sais pas si tu as ce label également en Belgique, il y a le label bleu blanc cœur. Écoute, malheureusement, on l'a pas chez nous. Je regrette parce que tous les retours que j'ai sur ce label sont absolument excellents. On a label rouge chez nous, que vous avez aussi, mais on n'a pas bleu blanc Oui. cœur. Bleu blanc cœur, en fait, c'est un ajout notamment de graines de lin dans la Hmm. nourriture des animaux qui permet d'avoir beaucoup plus d'oméga 3. Et en général, voilà, ce sont des produits. Alors, il n'y a pas que du bleu blanc cœur bio, hein, il y a du bleu blanc cœur aussi qui va être industriel. Mais en tout cas, Hmm. là, ça peut être aussi une tendance. Je sais qu'ils vendent du porc aussi, bleu blanc cœur. Tu Hmm. vois, donc il y a de la Oui. viande bleu blanc cœur, donc voilà, des œufs, bien entendu, bleu blanc cœur, etc. Et donc il y a toutes ces perturbateurs endocriniens donc on va trouver dans des sources des produits d'origine animale. Donc les produits laitiers, donc on en a parlé, hein, Oui. dans les poissons également, les poissons, les fruits de mer, donc qui peuvent accumuler des contaminants, qui sont, tu vois, tu as le PCB par exemple, il y a les dioxines également. Oui. Donc ça c'est la contamination directement de l'eau, euh, donc qui va contaminer les poissons. Il y a une règle pour ceux qui consomment régulièrement du poisson, c'est plutôt d'aller vers des petits poissons, type maquereau, sardines. Moi, je suis un Hmm. consommateur quasiment quotidien Et pareil. de maquereau, de sardines. Et je J'adore ça. vois même le prix là, des boîtes de sardines qui a augmenté, mais en fait, c'est délirant, hein. Ah, pour le moment, moi, je mange quasiment plus que du maquereau parce que les sardines, là, elles ont fait presque x2 chez moi. Ah oui, toi Ou aussi, alors tu, ou c'est alors, ah incroyable. oui, c'est terrible. Ou alors tu prends des sardines de mauvaise qualité. Et en fait, là, le risque, c'est que, en fait, on a fait des recherches. Petite anecdote. Ma coach nutrithérapeute ici, Nat, elle a fait des recherches là-dessus. Elle a interviewé les marques. Elle a envoyé plein d'emails. Et en fait, l'info qu'elle a eue en direct des marques, hein, c'est que il y a des procédés, il y a deux procédés de cuisson. Il y a le procédé à la vapeur et puis il y a la friture dans l'huile de tournesol. Alors là, autant te dire que tes oméga 3, tu les oublies et qu'en plus, on te charge en oméga 6 oxydés par la friture. Donc là, en fait, au lieu de te faire du bien, tu te fais du tort. Et donc, à un moment donné, je consommais des sardines moins chères. Et puis, j'ai eu l'info, donc j'ai arrêté de le faire. Et en plus, j'ai remarqué que dans ces fameuses sardines, quand je faisais couler tu sais, le jus, l'eau, quoi, Résidu, ouais, ouais, ouais. eh bien, je retrouvais des molécules graisseuses orange. Je me dis, mais
c'est pas supposé faire ça une sardine, tu vois ce que je veux dire? Et puis, bah, avec l'info de la friture à l'huile de tournesol, finalement, bah, c'est tout à fait cohérent. Et du coup, il faut vraiment choisir des sardines de qualité. Je pense que ça, c'est vraiment très, très important. Et du coup, comme tu le dis, ça coûte un bras. Le Ouais, maquereau est resté beaucoup plus raisonnable ici, je sais pas chez toi. oui, également, également. On va faire très très attention avec les huiles, notamment l'huile de tournesol. Tu sais elle est énormément employée dans les aliments transformés, alors ultra transformés, je reprends ton terme, parce Mmh. que c'est vrai qu'une farine, c'est pas un aliment transformé, l'huile d'olive, c'est pas un Non, aliment transformé. Enfin, on est moi, d'accord. dans je dirais, dans Oui, dans tes les éléments de principes langage, voilà, le ouais, c'est ça, bien transformé, sûr, voilà, c'est ultra transformé. Dès lors qu'il y a bien sûr. plusieurs ingrédients, etc. Tu vois. Donc, et l'huile de tournesol est quasiment de partout. Et ça, c'est vraiment une huile à éviter parce que elle est chargée en oméga 6 en fait. Et elle est utilisée parce qu'elle est peu chère. Donc, dès qu'il y a huile de tournesol, je prends pas en fait. Voilà. Et c'est l'huile la plus consommée en France. J'ai fait des recherches Ah ouais. là-dessus. Ouais, malheureusement, c'est l'huile la plus consommée en France. Donc même Et, les gens chez eux ont des bouteilles d'huile de tournesol pour cuisiner, etc. Ça, il faut arrêter. Prenez de l'huile d'olive vierge extra. Ça résiste beaucoup mieux à la chaleur que ce que vous pensez. C'est vraiment bien, bien meilleur pour notre santé. petite digression sur l'huile d'olive. Attention à l'huile Vas-y. d'olive, c'est là où il y a le plus en fait d'arnaque, hein. Ok. L'huile d'olive est coupée quelquefois à l'huile de colza, à l'huile de tournesol, elle est coupée avec une Même autre en huile en France. fait. Même sur des produits bio en fait. Oh là là. Alors, même en France, je peux pas te dire. Il y a en tout cas eu des enquêtes, notamment, je dirais, d'associations de consommateurs, type Que Ouais. Choisir ou 30 millions de consommateurs, etc., qui ont mis le doigt là-dessus, en fait, hein, sur l'arnaque donc à l'huile d'olive. Moi, si j'ai un conseil à vous donner, alors, moi, dans le sud, il y a beaucoup de moulins à l'huile, hein. Donc, j'y vais régulièrement et je prends des bidons de 5 litres. Vous pouvez également vous les procurer directement chez des producteurs d'huile d'olive française, des petits moulins qui font de la vente en distance, hein. Hmm. Donc, et stocker. L'huile d'olive, vous pouvez la stocker. Donc, Ouais. n'allez pas au supermarché juste acheter un litre d'huile d'olive comme ça de temps en temps. L'huile d'olive, vous devez en consommer quasiment tous les jours. Voyez de vous approvisionner auprès d'un petit producteur et d'acheter des Ouais, d'autant 15 plus qu'en litres. France, vous avez de l'huile d'olive à la fois de très bonne qualité et absolument délicieuse. Donc, Ouais. il faut en profiter. On va continuer également, on terminera peut-être là-dessus, c'est en fait tous les résidus médicamenteux Ouais. qui vont se retrouver dans l'eau de ville notamment. Parce que malheureusement, l'eau de ville, enfin les stations d'épuration, les stations de traitement de l'eau, n'éliminent pas totalement toutes ces molécules. Et comme, bon, je prends toujours l'exemple de la pilule contraceptive, le corps ne synthétise qu'une partie de cette notamment pilule contraceptive, et donc les femmes vont en rejeter une grande partie via les urines. Et donc voilà, tout ça, ça va se retrouver dans l'environnement. Ok. Et le problème, c'est qu'on a une eau aujourd'hui, notamment l'eau de ville, avec des résidus euh, de, de médicaments et également, tu connais les effets nocifs du chlore. Voilà, le chlore qui va Ouais. tuer les bactéries même à l'intérieur de nos intestins. Donc il faut absolument filtrer son eau. Ouais, donc l'eau de ville, mais si je comprends bien ta logique, puisque tu me parles notamment de BPA, si je prends une bouteille d'eau minérale, elle est potentiellement aussi contaminée par les nappes phréatiques et par une bouteille en plastique. Donc c'est pas non plus une solution. Les plastiques, on va y arriver au plastique, c'est vraiment Ouais, les contaminants les plus courants. Voilà. ok. Alors, pour les bouteilles d'eau, en général, ils utilisent des plastiques qui ont pas des perturbateurs endocriniens. Il y a un code pour les bouteilles plastiques, pour les plastiques en général, pas que pour les bouteilles plastiques. C'est en fait des chiffres qui vont de 1 à 7. Ok. Alors, retenez bien, donc on vous a pas fait d'écran, mais peut-être il aurait fallu peut-être en faire un, mais c'est assez simple, hein. Alors, il y a des plastiques qui sont Je peux mettre vraiment... un screenshot hein, sur YouTube. Donc je vais faire un truc. On va faire une animation, je vais le noter. Ok, vas-y, je t'écoute. Ben, si tu veux, je te ferai passer ouais, un petit screenshot là-dessus. Oui, Ouais. Alors, il y a les chiffres 3, 6 et 7 qui sont les variétés de plastique les plus dangereuses pour la santé. Alors ces chiffres, on va les retrouver directement sur l'étiquette ou sur le plastique. En général, c'est un petit triangle avec un chiffre à l'intérieur. Tu vois ce oui, genre je vois. là, ce petit voilà. Donc les chiffres 3, 6 et 7. Alors rapidement, le 3, donc c'est du PVC, donc ça c'est vraiment dangereux pour notre santé. Le type 6, donc il y a du polystyrène, qui lui aussi est toxique, notamment pour le cerveau, le système nerveux. Et le type 7,
lui, il y a du bisphénol A, voilà, du BPA. Donc il faut savoir que c'est, par exemple, le chiffre 7 peut se retrouver dans des gourdes, tu vois. Des Oui, gourdes, des gobelets en plastique. Tu sais, le petit gobelet que tu as à la machine à café ouais. à 10 heures. Donc, pour ça, En plus, tu le baladez-vous chauffes, c'est pire. avec votre mug ou avec votre tasse, tu sais, en fonte. J'adore, moi, les tasses en fonte. Ça garde chaud. Ouais, Voilà. Voilà. N'utilisez pas des les gobelets grosses tasses plastiques de Gaulois, là. voilà. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens se libèrent avec la chaleur. Hmm. On va en parler avec les solutions tout à l'heure. Donc voilà, les types donc 3, Donc 6 et 3, 6 7. et 7 sont vraiment ceux qu'on évite. Les autres, on est Ce qu'on moins évite, inquiet le 2, ou 4 et 5, c'est les variétés de plastique les plus sûres. Voilà. 2, 4 et 5. Voilà. Et le chiffre 1, par contre, donc c'est la variété de plastique qui est appelée PET. C'est la plus couramment utilisée, notamment pour fabriquer les bouteilles d'eau. Oui, Alors, c'est potentiellement dangereux si tu fais une utilisation intensive de cette bouteille. En général, les bouteilles ne doivent pas être réutilisées. ok. On voit un peu aussi tout le gaspillage qu'on a au niveau des Oui. bouteilles plastiques, tu vois. Donc en général, même le type 1, tu évites de la réutiliser. Bon. Hmm. Moi, je t'avoue que j'en réutilise quelques-unes. J'ai un filtre en fait à charbon actif chez moi et je fais quelquefois, voilà, je stocke un peu dans des bouteilles d'eau. Mais en général, il faut mieux pas les réutiliser. Ok. Ok, Donc intéressant. ça, Et du c'est coup, les plastiques des vas-y. bouteilles d'eau. Après, il y a tous les plastiques qu'on va retrouver dans notre cuisine, notamment tout ce qui est Tupperware, tu vois, ce genre de plastique qu'il vaut mieux, alors non pas éviter, mais il y a des précautions, voilà. Il y a des précautions à prendre. On peut peut-être après Alors, enchaîner là sur justement je voudrais que tu, faire ouais, pour. je voudrais que tu m'en parles de ça parce que nous, on utilise quand même beaucoup le verre, mais c'est très lourd. Et Ah donc, oui, pour notre petit garçon, par exemple, on utilise du plastique parce que lui mettre une boîte à tartines en verre, laisse tomber, quoi. Alors, on en a une en inox, donc ça, c'est cool aussi. C'est plus léger. ouais, Euh, mais de temps en temps, enfin, on utilise des petits contenants en plastique. Et les précautions que l'on prend sont, un, de ne jamais les chauffer et de deux, ne jamais couper dedans. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait faire? Il faut pas les mettre au lave-vaisselle. Ok, Il faut pas les rayer aussi. Si tu les nettoies avec un scotch-brite, par exemple, tu vois, tu vas rayer un peu le plastique. Mais en général, voilà, il faut pas les chauffer, donc n'utilisez plus le four à micro-ondes notamment, parce que tout ce qui va au four à micro-ondes est en plastique, hein. C'est ça le problématique. Alors tu peux mettre du verre également, c'est vrai. Mais comme tu dis, le verre c'est très lourd. Moi, quand je me balade avec, je dirais ma petite glacière avec mes repas de la journée, ouais, j'utilise en fait du plastique, hein. ok. J'utilise du plastique, comme toi, j'en ai quelques-uns des fois qui sont en inox, des choses qu'on peut trouver dans des accessoires camping, je crois, hein. C'est ça. Oui, Tu vois, des ouais, choses ouais. légères qui. Ouais. Oui, oui, notamment, on avait vu une version chez Decathlon et aussi dans certains magasins pour enfants un peu spécialisés, comme ça, tu vois, ils te proposent des solutions, soit avec des plastiques que eux te disent être de meilleure qualité, soit effectivement avec de l'inox. Alors bon, une boîte à tartines en inox, ça coûte à peu près 10 fois le prix d'une boîte à tartines en plastique de mauvaise qualité. Mais au moins, tu sais que, et on en reparlera dans les solutions, que l'inox, c'est un des matériaux les plus stables. Et donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc, on évite au niveau des boîtes de conserve. Est-ce qu'il y a un code ou enfin, comment est-ce qu'on sait en fait si on peut utiliser une boîte? Parce que tu vois, par exemple, on parlait des sardines et du maquereau, ben ça c'est quand même dans des boîtes de conserve. Comment est-ce qu'on sait s'il y a une qualité? Écoute, je peux pas te dire, je sais pas. Ok, Je sais pas. Il faudra peut-être on va chercher des infos. ouais, qu'on creuse dans cette direction. Il y a des canettes de soda, par exemple, tu vois. Il y a, je dirais, une catégorie de canettes avec ces revêtements plastiques qui, tu le vois lorsque tu ouvres la canette, il y en a quelques-unes qui sont, tu vois pas le revêtement en inox. Hmm, Tu vois que c'est quasiment c'est du plastique. Je ok, pense aux conserves, tu vois, de légumes ou ce genre de choses, des bons duels ou ouais, tu vois. Mais ok, je sais pas comment en fait différencier. Alors il y a beaucoup de conserves aujourd'hui qui sont en verre, notamment ouais. dans les biocoop et même dans des supermarchés. Donc c'est vrai que c'est bien d'aller plutôt vers du verre plutôt que je dirais des boîtes de conserve à bas prix. Ok.
Donc, tu nous as parlé des aliments, tu nous as parlé, dans une certaine mesure, de l'eau, des plastiques, des aliments, on va dire, produits animaux plutôt gras. Mhm. Euh, la pilule, apparemment, l'air de rien, puisque la pilule, c'est littéralement un perturbateur hormonal. Enfin, c'est un peu la définition du truc. Évidemment, évidemment, évidemment. Ouais, ok. C'est la problématique, c'est que ça se retrouve comme ça, notamment dans l'eau de ville. Après, les doses sont infinitésimales. Bien sûr. C'est là où est le problème des perturbateurs endocriniens, parce que c'est pas la dose qui fait le poison. C'est quoi? C'est la fréquence ou c'est le cocktail? C'est On sait pas. c'est des doses qui peuvent être infimes, mais qui sont répétées comme ça, tu l'as très bien dit, hein, enfin la fréquence, donc continuellement. Donc c'est du microdosage, tu vois, Hmm. qu'on va comme ça à un moment donné payer à un moment donné dans sa vie, lorsqu'on va accumuler de plus en plus de polluants dans notre corps, puisqu'on n'arrive pas à les évacuer. Donc, en plus, on a une corpulence avec une masse graisseuse importante. En plus, on a de risques également d'avoir ces effets secondaires. C'est très intéressant ce que tu dis. Et du coup, je vais juste anticiper un truc parce qu'on va parler de plein de solutions. Juste après, on est déjà en train d'en donner un finalement. Mhm. Mais tu dis qu'on ne peut pas les éliminer. Ça veut dire que l- voilà, les microplastiques, etc., tout ce que j'absorbe là, je peux rien faire contre. Il n'y a pas de désintoxication possible à l'heure actuelle. On n'a pas de solution un peu naturelle, etc. Il y a l'hyposuction. Ah oui, parce que donc l'idée, c'est la masse graisseuse. Mais je veux dire, à part ça, on n'a pas, oui, on n'a pas un traitement, je sais pas moi, tu sais, le vinaigre de cidre de pomme qui est toujours Ouais. magique pour tout. Tu vois, Non, on mais a rien, quoi. certainement, tu sais, il y a tout un tas de produits, notamment la spiruline qui absorbe les toxines, voilà. Puis il y a la détox. Et puis, il faut pas, je dirais, il faut pas trop y penser. Ouais, je dirais, Ok. il faut pas trop y penser parce que sinon, on va se rendre compte qu'on est envahi de perturbateurs endocriniens. Ouais. Parce que je t'ai pas parlé, là, on a parlé uniquement de l'alimentation. Mais il y en a également, dans ta chambre, par exemple, tu vois. Si Ouais. tu as un matelas avec un traitement anti-acarien, on appelle ça Sanitized. C'est une espèce de Mhm. label, Sanitize. Donc, c'est à base de fongicides et de bactéricides. Tu vois, Voilà. donc, il y a les C'est sols en que PVC également. Là, il y a Mm. des phtalates. Donc, c'est de la poussière, tu vois, qui va rentrer comme ça dans les pores de ta peau. Bon, là, c'est plutôt pour les femmes, quoique les hommes se maquillent maintenant, apparemment. Hein, 70% des produits, quand même, d'hygiène et de beauté contiennent des phtalates. Hein. Tous les parfums. Oui, oui, Tous ceux qui j'avais se vu parfument, là, les fragrances de qu'un des parfum, tout pires, ouais, c'est ça, ça, là, le parfum, parce qu'en les plus, oui, ils se baladent parabènes. partout. Ouais. Et les lotions pour le corps aussi, apparemment, c'est dramatique parce qu'en plus, tu les étends vraiment sur tout le corps et ça, c'est aussi apparemment un drame absolu. Ouais, donc ne vous lavez plus, ne vous maquillez plus, ne vous parfumez plus. Voilà, vous allez puer, mais Allez vivre dans une c'est au grotte et moins c'est vous très n'aurez bien pas de comme ça. perturbateurs endocriniens. Non, après de nouveau, je pense que là, tu vois, on est quand même en train à la fois de peindre un tableau très noir et à la fois de dédramatiser en même temps parce que je pense qu'il faut prendre du recul. Mais tu vois quand même que la tendance qu'on va avoir dans presque toutes les solutions qu'on va apporter va être de revenir à des choses les plus naturelles possibles, les plus éloignées en fait des produits modernes. Parce que tu vois, tu parles du savon par exemple. Il y a quand même des techniques, enfin pas ancestrales, mais je ne sais pas exactement de quand elles datent. J'ai pas de connaissances là-dessus, mais on sait qu'il y a quand même des savons qui sont créés avec des produits super naturels. Bien Et sûr, donc tu ça as le peut être savon de vraiment Marseille, le fameux un bon savon de savon de Marseille, Marseille n'est-ce avec pas? l'huile d'olive. Voilà, par exemple. Alors, ma femme, elle déteste l'odeur. Mais je lui dis: «Bah oui, mais moi, je préfère ça que» tu vois? Alors, par contre, tu en trouves avec des huiles essentielles, un peu de citron, des trucs un peu plus sympas comme ça, parce que c'est vrai que parfois, Mais je trouve que l'odeur brute, elle peut être un peu violente, quoi. Il y a moyen de faire des trucs. oui, d'ailleurs, il y a une membre du club qui fabrique des savons. Voilà, il y a plein aussi de petits artisans qui font du savon artisanal. Mais comme tu l'as dit, il faut revenir aux fondamentaux. Bon, tu sais que ça, c'est Mmh. quand même mon accroche. Hein, donc, je n'ai pas changé depuis 10 ans. C'est revenons aux Ouais. fondamentaux, revenons aux fondamentaux. Comme tu le dis, là, le progrès et toute la modernité n'a pas forcément apporté que du bien, que du bon.
J'en reviens, tu vois, aux produits, notamment de beauté. Je pense que certains d'entre vous, en tout cas vous qui nous écoutez, vous avez peut-être une habitude, c'est de vous rincer la bouche avec ces bains de bouche parfumés. C'est très très populaire, notamment aux États-Unis, au Québec, hein. Ouais, Ça s'appelle la Listerine. ouais, C'est ouais. ça. On a à la maison, ouais. Voilà, c'est ça. Donc Listerine, Oui. Listerine. Il y a de l'éthanol. Donc voilà. Euh, je pense qu'il faut que tu les remises, tu les mettes de côté, voilà. Ah, je l'utilise à peu près une fois par an. Mais Ah, mais ça et va. encore. Oui, non, 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 je Et l'utilise tu vois, quasiment jamais. non, mais Mais les je peux bains pas de le faire au bouche, il y a un quotidien. truc très naturel, c'est la myrrhe. Donc c'est des La petits myrrhe, extraits de myrrhe, voilà, ouais, ouais. Avec un petit peu d'eau, voilà. Donc il y a beaucoup je de, connais pas. c'est la myrrhe, donc c'est là aussi c'est bactéricide, mais c'est bon, c'est du naturel, voilà, c'est du naturel. Excellent. Ah ouais, Toutes les crèmes solaires anti-UV, tu vois, tous les produits en fait qui proviennent, je dirais, de cette industrie pharmaceutique et cosmétique ouais. sont à éviter. Sont à éviter. Alors après, je suis pas un spécialiste du maquillage, je fais pas encore de tuto maquillage, peut-être que ça viendra, tu vois. S'il te plaît, Mais Gilles, fais non, ça non, pour mais il y a nous. des choses naturelles qui sont très intéressantes, voilà, vraiment. Et ça, c'est important parce que tu sais que la peau va absorber toutes ces molécules toxiques. Ouais. Donc ça, c'est Ouais, et dans les recherches que j'avais faites donc, pour préparer le podcast, ils expliquaient surtout ce qui va être potentiellement vraiment ingéré. Donc, ils parlaient notamment du rouge à lèvres, puisque tu vas littéralement l'avoir en contact avec ta ah, c'est bouche. cool, oui. Tu parlais de ton bain de bouche. Le bain de bouche, ouais, ouais. Donc, toutes ces choses-là qui vont être ouais, directement ingérées. Et donc, on en revient aussi avec cette fameuse pilule qui pose Ouais. apparemment quand même beaucoup de problèmes. On a parlé de beaucoup, beaucoup de problèmes. Ça fait presque une heure. On a déjà abordé des solutions, mais je pense que là, maintenant, il faut aller dans le concret, dans le pratico-pratique. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a parlé les grands thèmes. C'est l'alimentation, la cuisine, c'est l'eau, et puis c'est, on va dire, l'environnement Mhm. plus global, la maison et les produits cosmétiques, etc. Moi, j'ai quelques pistes de solutions, mais tu dois en avoir bien plus que moi. Donc, d'abord, dans l'alimentation, ce qu'on a retenu, c'est bio ou pas, mais en tout cas le moins traité possible. Laver, peler, utiliser le bicarbonate qui a l'air quand même d'être vraiment très utile. Surtout, alors moins se tracasser peut-être avec voilà, les aliments qui ont une grosse peau bien épaisse, comme tu disais avec l'avocat par exemple, c'est vraiment le truc que l'on peut facilement comprendre. Et alors, tu parlais aussi donc par rapport aux produits animaux, plutôt les petits poissons s'ils sont poissons gras. Mhm. Et alors, donc les labels style bleu blanc cœur ou encore les viandes, on va dire de la plus haute qualité, plus elles sont grasses. Moi, ça c'est vraiment un truc que je défends beaucoup, c'est plus elles sont grasses, plus vous les prenez de haute qualité, Ouais. parce qu'on se retrouve, comme tu dis, avec ces perturbateurs, ces hormones, ces antibiotiques, etc., qui sont fixés dans les cellules graisseuses. Et donc, c'est aussi quelque chose que je propose pour les gens qui ont moins de budget, qui disent oui, mais je ne peux pas prendre du bio, je ne peux pas, les élevages, tout ça, c'est compliqué. Une des choses que je dis, c'est ok, mais alors tu achètes ta viande maigre et tu ajoutes ta source de graisse par toi-même. Et comme ça, Ouais. tu sais ce que tu mets dedans. Si Ouais. tu ajoutes une huile d'olive vierge extra, au moins tu sais que tu évites quand même pas mal de problèmes de ce côté-là. Ouais. Au niveau de l'alimentation, est-ce que tu vois d'autres choses immédiates à proposer? Non, tu as très bien résumé. Il faut manger moins également, manger mieux. Éviter voilà toute la gourmandise comme moi tu sais très bien, tu connais très bien les dangers du sucre, qui est le principal danger aujourd'hui dans l'alimentation. Et puis voilà, revenir sur une alimentation plutôt basique, à base d'aliments locaux, de saison, non transformés, qu'on va cuisiner soi-même. Qu'on va cuisiner, on n'a pas parlé, tiens, des poêles Téflon, tu vois, le Mais téflon, c'était enfin. le sujet maintenant. On a Ah parlé ok, d'aliments et donc maintenant je vais te parler justement de la cuisine, donc l'environnement, on va dire, de la cuisine, ouais. parce qu'il y a quand même pas mal de choses assez dramatiques. On a parlé déjà du plastique. Et alors, voilà, ces fameuses poêles en revêtement anti-adhésif là, ça apparemment c'est catastrophique. Alors particulièrement le téflon, là il y a une technique en fait à base de sable et de micro-diamants, c'est du revêtement en céramique. C'est mieux? C'est mieux. Ouais, ouais. Ok. Ouais, 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 ouais. C'est exempt, si tu veux, de polluants. Donc, même, je dirais, ce type de revêtement, même le revêtement en céramique, évitez de le rayer. Dès que la poêle est rayée, ou elle est un peu endommagée, ou elle commence à accrocher, vous la jetez.
Moi, je cuisine énormément avec du matériel, je dirais, en acier, en inox, en fonte également. J'ai toujours, Ouais. j'ai ma cuisinière en fonte. Je cuisine énormément à la vapeur. Voilà, j'ai un cuiseur vapeur qui est enfin, autonome, qui n'est pas électrique, hein, qui est en inox. Hein. Donc, voilà, je cuisine au four également. Et bien sûr, j'ai banni le micro-ondes depuis maintenant plus de 10 ans. Et je- ok, je vais d'abord aller dans ton sens. Donc, effectivement, donc chez moi, c'est inox partout, pour quasiment tout. Le verre, je cuisine aussi, tu sais, un plat pour aller au four, j'utilise le verre, par exemple. Oui, oui, oui. Et la fonte, qui est top quand tu veux faire un truc mijoté et tout ça, j'aime Ouais, beaucoup. Euh, et tu parles du micro-ondes. ouais, Moi, je l'utilise encore. ouais. Et du coup, j'aimerais savoir pourquoi toi, tu es tellement anti-micro-ondes, même si on considère par exemple que je réchauffe, je sais pas, je réchauffe ou je dégèle un truc qui est dans un plat en verre, par exemple. Bah, tout simplement par rapport aux ondes. Ok. Ok, Donc, c'est parce que c'est très difficile de trouver des études hein, exact, c'est ce que qui j'allais vont. te dire en fait, c'est que j'ai fait un Ouais, peu des c'est très recherches et tu difficile, tu ne trouves rien. trouveras pas. Ouais. Tu ne trouveras pas. Mais voilà, après, je ne sais pas si toi, tu es réceptif, je dirais, à la pollution au niveau des ondes, notamment la 5G, notamment. Nous, on a fait des tests hein, avec les micro-ondes qui sont aujourd'hui, dont les fermetures sont pas perméables, justement. On a fait vraiment des tests, je t'assure, quand tu entends je dirais le bruit que fait l'appareil et puis l'ampérage qui va comme ça exploser, tu te dis putain, mais tu as tout ça dans ta nourriture. Ok. Après, je t'avoue que le micro-ondes aussi, c'est plus moi une philosophie, Ouais. tu vois. Tu réchauffes toi-même, tu prends le temps, Elle prend le toute temps. cette Après, vibe-là. Jack, si tu veux réchauffer par exemple de l'eau, je dirais, ça te prend quoi? Même pas 1 ou 2 minutes, tu vois, Ah pour oui, non, réchauffer de ça, je le l'eau. fais dans une. En plus, j'ai une bouilloire en inox qui est super Voilà. efficace. Oui, oui, oui. Ouais. C'est voilà, pour moi vraiment le micro-ondes pour moi de toute façon est associé au plat préparé. C'est ça la problématique du Ok. micro-ondes. Ils ont inventé, ils l'ont mis sur le marché pour permettre justement aux industriels de nous vendre des plats préparés dans des barquettes plastiques. Voilà. Ok. Après, si toi, tu continues à l'utiliser, je pense que ça va durer un temps et tu vas l'arrêter. C'est normal. Mais tu peux te On fait tous son décongeler avec. chemin. On fait tous son chemin. Je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que quand j'explique aux gens que je suis loin d'être parfait, tu vois, ben voilà, on parle du micro-ondes, j'ai encore des choses à apprendre sur le Non, sujet, mais tu vois. c'est intéressant parce que tu vois, si on prend des plats qui sont surgelés, moi j'utilise assez peu du surgelé. Quelquefois avec du smoothie, des fruits rouges, quand je me fais mes protes, tu vois, Exactement, ouais. je Mm. balance directement. Je fais pas en fait décongeler. Je trouve que Mm. décongeler, que ce soit le poisson, bon la viande n'en parlons pas, je trouve que ça perd énormément en qualité quoi. Ça perd énormément Ouais. en qualité, tu vois, en tenue, puisque c'est gorgé d'eau. Après, ça revient jamais à l'état entre guillemets naturel. Alors ça, C'est je suis d'accord avec indispensable. toi. Excuse-moi, Ouais. c'est indispensable le congélateur, notamment dans des pays, tu vois, où on a besoin comme ça de stocker et d'avoir une réserve alimentaire. Mais moi, j'ai assez peu de réserve dans mon congélateur. Voilà. Donc, je Ok. l'utilise très peu. Ok. Donc, en termes de matériaux pour la cuisine, l'inox, le verre, la fonte et le bois. Je pense qu'une cuillère en bois, etc., ça va éviter de rayer une planche en bois plutôt qu'une planche en plastique quand tu coupes. Enfin, tu vois, ce genre de truc, c'est quand même, ça me semble plus judicieux. Bah, explique-moi comment tu vas couper sur une planche en plastique. Il y a des planches en verre aussi. J'ai vu des planches en verre. Non, mais c'est absolument délirant, tu vois. C'est le bois. Le Il y a bois, donc beaucoup, un beaucoup bois, d'endroits où alors. tu trouves des planches à découper en plastique, hein. Beaucoup, Ah, beaucoup, beaucoup. C'est dramatique, mais c'est le cas. les amis, je vais vous donner un truc, vous qui nous écoutez, et même toi, Jack, si tu veux faire un cadeau à une personne que tu estimes, un ami, et tu veux qu'il pense à toi quasiment tous les jours, bon, pour cela, il faut qu'il cuisine, un minimum. Bien Hein. sûr. Tu lui offres une planche à découper, Mm. une belle planche en bois d'olivier, tu sais, qui est comme ça, découpée hein, même dans le tronc. J'ai un ami Mm. qui m'en a offert une C'est il y a 2 ans et magnifique en plus. demi. Et chaque fois, je te dis, puisque je l'utilise tous les jours, ben, très souvent, je pense à lui. Parce que cette planche, elle est incroyable. Elle est lourde, tu vois. Déjà, tu la poses, boum, Ouais, ouais. elle bouge Bam. pas. Voilà, Effectivement, ouais. c'est magnifique. Ça bouge pas en plus. Ouais, ouais. Et vous ne la nettoyez pas, en plus, il faut pas le mettre au micro-ondes, tu vois, au lave-vaisselle, quoi. La planche, tu la passes sous l'eau, tu frottes un peu, et voilà. Donc, bon, c'est vrai que je découpe jamais de viande. Je ne mange pas de viande, même si c'est saignant, des trucs comme ça. D'ailleurs, chez les bouchers, avant, tous les pains de découpe et tout, c'était du bois. Hein. Mm. C'était pas du plastique. Hein.
C'est plus Ouais, qu'à partout, je donc t'assure. voilà. Donc cuisiner avec déjà de bons couteaux, de bons accessoires, de bons instruments, hein, mais utiliser du bois naturel pour les planches à découper, évidemment. La cuillère en bois est un accessoire aussi indispensable. N'utilisez pas des cuillères en plastique pour remuer quand c'est chaud, tu vois. La passoire également. Choisissez une Ouais, passoire inox. en inox, pas en plastique. Ouais. J'en ai, j'en ai une en plastique et bah, elle est au fond de mon placard et en fait je pense que je vais Ouais, la jeter parce que j'utilise plus jamais. J'utilise celle qui est en inox et à c'est part bien si mieux. tu mets pas du chaud, tu vois, directement Ouais, dessus, tu peux. Voilà, ouais, faut pas jeter tout ce que vous avez comme accessoire plastique je dans vois ce votre que tu veux dire. cuisine. Alors, donc la suite logique, c'est l'eau. Pour l'eau, les solutions concrètes sont quoi? C'est de filtrer son eau. Alors, tu as des systèmes Ok, de filtration qui sont autonomes. Ce sont des bonbonnes donc en inox avec des filtres à charbon actif. Il y a une marque très célèbre qui a envoyé ça sur le marché il y a à peu près 10-15 ans, c'est Berkey, qui ouais, aujourd'hui ont des prix qui sont totalement délirants. Donc on en trouve qui sont quasiment 2 fois moins chers. C'est à peu près la même qualité. Moi, je suis un tu frémant. as une autre marque à conseiller du coup? Ah oui, oui, j'ai ça, ça me quitte pas. Et tu dois le connaître, je t'en ai parlé. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais juste incroyable, tu vois. La Gourdoco, ouais, ouais. C'est vraiment, tu vois, c'est le seul produit que je conseille, en fait, tu vois, et que je vends parce que je suis pas un Instagrammeur avec du couponing, tu vois. Mais là, tu as un filtre à charbon actif. Et alors, oui, elle est en plastique parce que il faut que ça fonctionne par pression, tu vois. Ouais. Il faut appuyer pour que voilà, ça filtre. Mais bon, il n'y a pas de, donc c'est un plastique sécure, hein, sans BPA. Et dans tous les cas, même s'il y avait des polluants, c'est filtré ici. Donc tu Ok. as zéro polluant. Et Jack, tu vois, le nombre de personnes que je vois dans les clubs de gym, j'ai arrêté d'en parler là parce que j'ai cassé les pieds à tout le monde, tu vois. Tous ceux qui ont des bouteilles qui les remplissent à l'eau du robinet. Je Ouais. dis, mais gars, tu mets tes BCA, tu mets des trucs et tout, tu mets du robinet où il y a du chlore. C'est pas logique. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux Donc, dire. alors Avec, ça, tu avec vois, l'idée, d'entrée de cette gamme, gourde, elle coûte, je vois ici sur un site, elle coûte à peu près 60 euros. ouais, 65 si tu ouais, prends le litre. ça fit 400 litres. Ouais, C'est un 400 litres compteur aussi. Tu as un compteur avec et... une petite appli, donc tu sais quand le Ah filtre, ouais, il va falloir le changer. ok. Ça coûte rien, tu vois. C'est en Non. tout cas beaucoup moins cher que de l'eau minérale, ça on est d'accord. Hein. Ouais, et en plus, je parlais de ça avec un bah, justement un responsable d'un site, enfin bon, voilà, peut-être un partenariat un jour, enfin peu importe. Euh, et lui il me disait que cette gourde, tu peux prendre l'eau de la rivière ou de la pluie et boire ça. Et il dit c'est Oui, mais incroyable. ça c'est leur argument marketing, parce que je Mais crois que c'est pas vrai, tu le ferais pas toi? 0,1% des... Tu Pardon? boirais pas de l'eau de pluie avec ça? Mais bien sûr, tu peux. Mais Oui. bon, moi je mets l'eau du robinet, qu'est-ce que je vais On s'entend, je dis ruminer le juste que ça va sucre si filtrer tu veux. jusque là, quoi. Tu vois, c'est Ah, ça que je veux dire. voilà, ça filtre même l'urine, pour te dire. Voilà, donc, Ah oui. aller très loin. Oui, oui, mais bien sûr. Ouais. Alors je vais pas boire mon pipi demain, mais bon, c'est très écologique ceci dit. Mais ça te permet de voir voilà, le degré de Ouais, bien filtration. sûr. C'est la nanofiltration. C'est la nanofiltration. Pourquoi ça m'a intéressé? Moi, parce que c'est quelque chose que tu peux avoir tout le temps sur toi. C'est très pratique. Et c'est surtout, pour moi, l'entrée de gamme. L'entrée de gamme, comme tu dis, à 100 euros, tu as ton eau qui est filtrée. Donc Oui, oui, alors qu'un voilà. filtre Berkey, là, c'est 500 euros maintenant. Ouais, ouais. Mais ouais, je Donc t'ai dit, ça tu peut être en as à vraiment un 250 plus gros aujourd'hui. Hein. frein à l'entrée, une barrière à l'entrée, quoi. Ouais. Tu peux trouver aussi des systèmes comme le Berkey à 250 euros. Hein. Donc voilà. Ok. Après, tu as vraiment, ça c'est le nec le plus ultra, c'est l'osmose inverse. Hmm. Et que tu installes chez toi. Et là, il faut quand même investir dans les 1500 euros. Quoi. Voilà. Ouais. Après, Donc, apparemment, par contre, c'est le top. c'est l'équivalent de ça, c'est la nanofiltration en fait. Ok. Donc voilà, voilà, aujourd'hui le plus intéressant, avec aussi voilà l'eau minérale, on peut pas l'exclure, l'eau minérale, mais là aussi choisir une eau qui est faiblement minéralisée. Hein, parce que C'est les ça. minéraux sont des minéraux non organiques que le corps n'assimile pas et qui font des calculs. Voilà. Ici, moi, je bois l'eau de spa. Alors, c'est pas une pub pour eux, c'est juste que ça me va bien. Parce que l'eau de spa, en fait, si tu veux, elle est très pauvre en minéraux. La source est à 20 km de chez moi. Et c'est des bouteilles en verre, tu vois. Et du coup, en termes de que ce soit pour ma santé ou pour la santé de la planète, je pense que c'est plutôt cool. Et à mon avis, vous devez avoir le même genre de système en France, un peu partout, j'imagine, avec tu sais, ces consignes. Bon, c'est lourd, c'est un peu embêtant, certes,
Mais par exemple, l'eau pétillante, elle reste pétillante beaucoup plus longtemps. Et puis, j'évite le plastique. Enfin, c'est plutôt cool, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, chacun, voilà, selon ses moyens, selon son temps, selon ses possibilités Bien financières, sûr, bien sûr. choisira la solution adéquate. En tout cas, le conseil, c'est de filtrer son eau et d'arrêter de boire de l'eau de ville. Voilà, vraiment. Alors, pour ma part, j'étais déjà un peu au fait des aliments et de l'eau. Par contre, j'ai vraiment du retard par rapport à toute la pollution, on va dire, corporelle et environnementale. Donc, tout ce qui est air, tout ce qui est lotion, produits, tout ça. Donc, nous, on prend on prend, tu sais, un savon de douche, enfin, tu sais, un gel douche, là, on prend un truc bio, voilà. Mais on n'est pas sur un truc totalement naturel, tu vois. Ouais. Et en fait, je me rends compte que là-dessus, on doit vraiment pouvoir faire beaucoup, beaucoup mieux. Du coup, considère que je suis un néophyte sur le sujet de tout ce qui va être perturbateur endocrinien via produits cosmétiques, etc. Et aussi via environnement dans la maison. Quelles sont les quelques mesures, les 3, 4, 5 premières mesures que je pourrais prendre pour vraiment améliorer ça dans ma vie et du coup dans celle de ma femme et mon fils? Je pense c'est de reprendre les techniques qu'utilisaient nos grands-parents. Ok, Savon noir, concrètement. vinaigre blanc. Je te dis ça, Hmm. je suis pas, c'est pas ma fonction de l'entretien de la maison. C'est plutôt Valérie qui pourrait mieux en parler que moi. Et je Hmm. vois ce dont elle utilise. Voilà, c'est ce qu'elle utilise, c'est voilà savon noir, vinaigre blanc. Au niveau des déodorants, moi, il y en a un que j'aime beaucoup. C'est un déodorant à la sauge. C'est la marque Velleda qui fait ça. Euh, Ok, c'est voilà, c'est du 100% naturel. Le savon, avant j'étais un fervent adepte du gel douche où je n'utilise quasiment plus. Moi à la ok. maison c'est du savon. Donc voilà que je prends des petites savonneries. Puis Des blocs de savon de par chez des toi, blocs quoi. de savon. Moi j'adore le savon de Marseille. Enfin j'aime cette Hmm. odeur de savon brut. Je sais que Valérie est adepte aussi de ce type de savon. On a même à l'évier, tu vois, dans notre petite salle de bain, un savon que tu mets contre le mur, tu sais, avec une espèce d'ovale comme ça où tu vois ce type de savon là Non, je connais pas. s'accroche au mur, ok? Moi, je t'enverrai une photo, hein. C'est un truc très très, enfin c'est ancien quoi, tu vois. Mhm. Et voilà, c'est que des matières brutes. Moi, je me suis quasiment jamais parfumé, peut-être un peu là, lorsque j'étais jeune adulte. Je suis pas un fan des parfums. Donc voilà, je préfère aussi des parfums naturels. Voilà, comme je te dis, j'aime beaucoup la sauge. Il y a des types de cosmétiques que vous pouvez choisir qui sont voilà avec des labels type bio ou en tout cas sans polluants chimiques. Voilà, il faut vraiment éviter ça, ce qui concerne le maquillage, on en a parlé, et les produits d'hygiène et de beauté. Voilà. Revenir Pour, sur qu'utilisaient nos grands-parents, mettre de côté et toute la modernité. pour le, pour le dentifrice, Ouais. qui est quand même, ça c'est au-delà de la modernité, ça a 40 ans ou un peu plus. Vraiment, cette mode du dentifrice. Euh, Tu utilises quelque chose, tu utilises un truc alternatif, tu utilises quoi? Enfin, t'as des plans là-dessus? Écoute, il y a une marque qui se trouve, un petit rectangle de couleur qui se trouve sur les tubes de dentifrice. Hmm. Je crois qu'il y a rouge, vert et bleu, il me semble. Donc rouge, voilà, c'est un peu nocif. Tu sais, c'est comme les codes qu'on a sur l'alimentation. Tu en as parlé de ça, Ok, d'ailleurs. je savais pas ça. Tu sais, ce qu'on a sur l'alimentation, là. Oui, Comment ça s'appelle? le Nutri-Score. Nutri-Score, voilà, tu as Nutri-Score. Et tu as ce type de repères. Je sais que le vert ou le bleu, voilà, c'est les dentifrices les moins, entre guillemets chimiques. Voilà. Éviter tout ce qui Ouais. est fluor, éviter tout ce qui est voilà, gérer toutes ces marques industrielles de dentifrice. Après, je t'avoue, je suis pas un spécialiste voilà, Ok, de ces produits naturels. Je sais qu'on peut faire du dentifrice aussi avec du bicarbonate. On peut se oui, brosser les dents aussi avec l'huile de coco, par exemple, qui est un bactéricide également. oui. Que j'ai vu aussi des gens utiliser comme crème solaire. Après, il faut quand même pas avoir peur, mais ouais. Mais là, c'est vrai, là, tu viens dans le sud avec de l'huile de coco, je te recommande pas. Parce que Avec ma, tu avec vas ma vite cheveux roux changer en de plus. couleur, hein. Je vais revenir absolument cuit en Belgique, ce sera parfait. Chérie, c'est bon, je suis cuit. Tu vas sentir Euh, bon, en tout cas. et au niveau de la maison, donc il y a tous ces produits d'entretien, etc. Mais pour Euh, l'air à proprement parler, aérer, ça je sais que c'est top.
Et j'ai aussi acheté un filtre, en fait, pour la chambre. Un filtre à air, quoi. Ouais. Est-ce que tu as d'autres suggestions? Je vais alerter concernant, tu sais, tous les sambons qu'on a dans les voitures. Ah oui, Je pense qu'on en ok, a tous mis, hein, quand on était jeune. Notre première voiture, bien il y avait sûr. le sapin. Tu l'avais pas, ça, le sapin? Bien sûr, le Ah, même, j'avais le même. ouais, le sapin qu'on met au rétro, comme ça. Donc, tu rentres dans la voiture, ça sent bon. N'oubliez pas, quand ça sent bon, ça sent les perturbateurs endocriniens, hein. N'oubliez pas, Ouais. se trouve dans les fragrances, des parfums. Donc, voilà, évitez tous les sambons, notamment dans des endroits confinés comme la voiture. Évitez de nettoyer votre voiture, justement, les plastiques également, avec voilà, Hmm. des polluants. Bon, vous n'allez pas vous choper un cancer ou vous n'allez pas mourir demain, on est d'accord. Mais ça Ouais, fait partie, je dirais, de cet c'est ça, environnement le cumul, quoi. toxique qu'on cumule petit à petit tout Hmm. au long de notre vie. Revenir aux fondamentaux. Gilles, je vais mettre le lien de ton livre, Hit et Hit 2, parce que pour moi, ça reste des must, je le dis sincèrement, des must. Merci. Maintenant, je sais que tu vas quand même beaucoup plus loin dans le Hit Club. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui vont écouter ce podcast jusqu'à la fin ce que c'est le Hit Club et pourquoi ou qui devrait t'y rejoindre? Tous ceux qui s'intéressent à la société, à comprendre cette société pour pas la subir. Voilà, c'est des clés de compréhension que je diffuse avec des émissions hebdomadaires, plus des posts qui sont dans qui, euh, qui pour moi sont des choses qui sont importantes à savoir, à connaître et que je peux pas diffuser en public pour plein de raisons. Voilà. Ok. Donc, si vous voulez en savoir plus, vous venez, vous abonnez pendant un mois, ne serait-ce si c'est un abonnement qui est pas, je dirais, avec aucun engagement sur la durée, et on peut découvrir, comme toi, tu fais partie du club, et je t'en remercie depuis quelques mois, même si vous n'êtes pas assidu, etc., vous aurez à chaque émission, à chacune de mes interventions, des pièces d'un puzzle. Voilà, ce puzzle qui aujourd'hui constitue notre société moderne. Donc je parle pas que d'alimentation, hein, loin de là. Ça en fait partie, mais je parle beaucoup de problèmes sociétaux. Et pour moi, c'est une façon de transmettre ce que je sais, ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris dans tout un tas de domaines. J'ai des invités quasiment toutes les semaines. Gilles, merci pour ces perles de sagesse. C'était vraiment très très cool. Merci d'être venu. Retrouvez Gilles donc dans ses bouquins et dans le Hit Club. Et sur ta chaîne YouTube, tu es quand même un peu plus actif. Ça fait toujours plaisir de te retrouver. Je pense que ça fera plaisir à tout le monde, donc continue de le faire. Merci Jack, à très vite. Merci Gilles. Salut.